j'ai perdu le compte. Et donc, je m'occupe de ces ateliers des projets S7 qui est orienté sur la question de la patrimoine et de la réhabilitation dans une vision un peu élargie. Ça ne s'agit pas simplement de requalifier, réhabiliter, recycler des bâtiments qui ont un certain âge, mais ça s'agit aussi de regarder à cette question de la réutilisation, donc dans le titre de l'atelier qui s'appelle le recyclage, de regarder cette question dans une dimension un peu plus vaste, qui est celle qui concerne aussi l'essence qu'on donne aujourd'hui à l'architecture comme une discipline qui se confronte avec les problèmes actuels du développement durable, de économie d'énergie, de économie des sols, etc. C'est pour ça que, selon les années, on choisit aussi des exemples que quelquefois ils ne semblent pas être très significatifs de cette question de la réhabilitation, parce qu'ils sont des bâtiments aussi pas exceptionnels. On a une idée, moi dans l'atelier, moi je porte cette idée que la réhabilitation ne concerne pas l'objet exceptionnel en soi, mais que de plus en plus, et sera votre quotidien demain d'architecte, vous serez confronté aussi à intervenir sur l'architecture plus commune, ce qui fait la majorité de nos villes et de nos territoires ruraux, des bâtiments de logement, des équipements, mais qui ne sont pas forcément inscrits comme bâtiments remarquables ou ils ne sont pas obtenus un label architecture remarquable du XXe siècle. Par ailleurs, je vous rappelle que cette question d'intervenir sur l'existant est un axe de politique du ministère de la Culture qui a demandé à toutes les écoles d'architecture d'instituer depuis l'année dernière un enseignement spécifique sur la question patrimoniale. Donc cet atelier ça s'inscrit dans cette directive, qui est une directive du ministère, de créer un enseignement spécifique sur ces questions-là, abordé donc dans ce sens un peu plus large. Alors, qu'est-ce qu'on a fait les années passées? Les années passées, on a travaillé associé à un programme de recherche, notamment les deux dernières années, qui était lié à un programme ministériel de recherche qui était l'architecture du XXe siècle comme ressource pour l'architecture future du XXIe siècle. Et donc on a travaillé sur deux situations à Bordeaux. Probablement vous avez déjà connu lors de vos études les quartiers des Olliers de Besançon et Grand Parc. Donc ce que vous voyez là, dans la publication transversale qui est la revue, vous avez un petit article qui parle de ces travaux faits aux Olliers de Besançon, et les autres documents que je vous ai donnés sont plutôt des cahiers que les étudiants ont fait l'année dernière en travaillant sur Grand Parc. L'idée est en fait chaque fois d'analyser un site sans forcément avoir un programme au début, c'est-à-dire on ne parle pas de l'idée de construire plus de logements ou de construire un équipement dans un quartier ou de construire autant de mètres carrés. L'idée, c'est que votre lecture, la lecture de chacun de vous du site, vous permet de aussi définir une stratégie d'intervention. Et donc, de définir vous-même le programme, qui peut être très différent. On a eu dans les mêmes quartiers, dans la même situation, des étudiants qui ont proposé, par exemple, de créer un équipement qui manquait, d'autres qui ont, par exemple,
décidé d'augmenter la densité habitative en créant dans les creux qui étaient autour du bâtiment du logement en plus. D'autres qui ont décidé de réhabiliter en changeant la typologie des logements, en faisant par exemple, en subdivisant des logements qui semblaient trop grands et plus répondre aux besoins de la population, des logements plus petits. Donc vous voyez que les réponses peuvent être très différentes et par contre sont toujours justifiées par une lecture qui va au-delà, disons, de l'objet, qui prend en compte aussi les besoins des habitants, qui prend en compte une lecture sociologique. Vous avez eu l'aperçu du séminaire tout à l'heure, qui prend en compte une lecture historique, etc. Donc, différents types de lectures, d'approches, qui seront orientées selon vos propres intérêts. Quelqu'un, peut-être, est plus intéressé à l'histoire de l'architecture, plutôt que quelqu'un d'autre qui est plus intéressé à des questions de sociologie, comment habiter ensemble, quelqu'un d'autre qui est plus intéressé pour des questions techniques, comment on réhabilite un bâtiment des années 70 qui est extrêmement consommateur d'énergie pour en faire un bâtiment performant, du point de vue de l'énergie et du confort. Donc, selon vos intérêts, vous pouvez avoir des lectures différentes du même objet. Et l'idée, c'est que par rapport à ces lectures, qui font partie du projet, vous allez faire un projet, vous allez faire une proposition. On part de l'idée qu'en fait, ces choix du programme, c'est déjà du projet. C'est-à-dire que je ne fais pas de différence entre une phase d'analyse et une phase du projet. Au moment où vous commencez à regarder les choses, à analyser les choses, qu'ils soient de manière directe, qu'ils soient avec des interviews avec les utilisateurs, qu'ils soient avec des recherches d'archives, vous faites déjà du projet. C'est-à-dire, il n'y a jamais un moment de fracture où on dit, bah là, je termine l'analyse, j'ai tous les données, je sais tout, et puis je commence le projet. C'est toujours un travail, si vous voulez, d'aller-retour entre les deux. Et donc, cette phase de lecture, c'est déjà une phase de proposition, parce que vous êtes, vous, les acteurs. Ce n'est pas l'enseignant qui vous dit, il faut faire du logement, il faut faire une crèche, il faut faire un restaurant, il faut faire des parkings, il faut faire une réhabilitation sur la façade du bâtiment parce qu'on a besoin d'économiser de l'énergie, parce qu'on veut du confort pour les habitants. Donc dans ce processus qui est guidé par vous, l'enseignant est là pour vous accompagner, mais pas pour vous imposer. Et surtout, il est là aussi pour faire les relais, quand j'arrive à les faire, pas toujours le cas, avec des acteurs qui peuvent être des habitants, qui peuvent être des bailleurs sociaux, qui peuvent être, en quelques cas, si on a la chance, l'architecte qui a construit les bâtiments. C'était le cas il y a 3 ans quand on est intervenu sur la maison sur l'école des travailleurs sociaux qui est à côté, qui était fait par Edmond Lay. Avec les étudiants, on est allé 2 fois chez Edmond Lay, chez lui, et les étudiants, ils ont travaillé avec lui. Pour moi, c'est une grande chance de pouvoir travailler avec l'architecte qui était à l'origine du bâtiment sur lequel vous intervenez. Et donc l'étudiant, il est là un peu dans le rôle, je dirais, d'un passeur, d'un facilitateur, si vous voulez, de ce type de contact que vous pourriez avoir avec des personnes qui sont des personnes ressources extérieures en fait à l'école et qui permet en quelque sorte de préciser votre question et d'aller jusqu'au bout, disons, de cette démarche. Quels sont, en fait, puisqu'on a parlé des résultats qui peuvent être très différents, quels sont ces résultats? Je vous montre très brièvement les résultats du travail sur Grand Parc, qui a été fait avec donc, un contact étroit avec la maison du projet, qui est en fait
un lieu, mais aussi une organisation qui est sur place. Les rendus, par exemple, d'ateliers n'étaient pas faits à l'école, mais étaient faits devant les habitants, devant les bailleurs sociaux et les associations au Grand Parc. C'est-à-dire, pour moi, cette dimension de hors l'école, c'est absolument nécessaire pour que vous puissiez, en quelque sorte, travailler avec des données réelles et pas des données qui c'est ni moi ni vous que l'on inventons. D'ailleurs, c'est un des sujets d'ailleurs qui me semble a été touché à AG aujourd'hui. Je pense que l'exercice, c'est vraiment d'être dans les réels et l'effet d'avoir des interlocuteurs qui sont des personnes vraiment ressources, parce qu'ils vivent au quotidien ça, ça change pour vous complètement la démarche. Donc je vous disais, par exemple, pour Grand Parc, on a travaillé avec les habitants, les étudiants, ils ont passé beaucoup de temps à faire des interviews, à discuter de leurs propositions avec les habitants, encadrés par cette structure qui est la maison du projet. Et les rendus, c'est passé, c'est la plupart des cas, en dehors des murs de l'école, à Grand Parc. Quand on a travaillé sur la maison des travailleurs sociaux, on a eu des contacts avec les directeurs de l'école, et puis finalement, les rendus, c'était un petit groupe, on l'a fait chez Edmond Lay, chez lui, à la maison, donc pas à l'école, et c'est pas moi, je suis intervenu en tant qu'enseignant à phase des rendus, c'est Edmond Lay qui était l'architecte, qui a dialogué avec les étudiants sur leurs propositions de... alors, dans les cas de la maison de l'école d'Edmond Lay, les programmes, en fait, étaient choisis par les étudiants eux-mêmes, mais étaient un peu particuliers parce qu'en fait, ils avaient choisi de aborder une volée du concours qui existait, mais qui n'était jamais réalisée. C'est-à-dire qu'au moment du concours, il y avait la construction de l'école plus des logements. Les logements n'ont jamais été construits. Les étudiants ont dit que c'est une bonne occasion pour faire la partie du concours qui n'a jamais été en fait réalisée. Et donc Edmond Lay s'est trouvé à dialoguer avec des étudiants qui proposaient en fait d'intervenir sur le site de l'école selon les programmes de l'époque, et donc des discussions sur l'intégration, la non-intégration de logements à l'école, etc., etc. Bon, bref, je vais être court. Là, donc, quelques exemples de cette idée d'analyse. Alors, j'aime pas trop le mot analyse, parce que ça présuppose l'idée qu'effectivement, on a cette lecture qui est à distance, il y a une certaine distance par rapport à l'objet. Je préfère utiliser peut-être des mots comme action recherche, recherche projet, des choses qui mettent plutôt l'accent sur le fait qu'on ne cherche pas comme pourrait faire un historien, mais on cherche avec des fins particulières, que c'est celui de la transformation, c'est celui du recyclage, c'est celui de l'usage. Ce que je n'ai pas dit, c'est que je travaille aussi dans cet atelier avec un historien. Alors, avant, on était avec Gilles-Antoine Langlois, mais qui est parti de l'école, qui était un enseignant-professeur à temps plein. L'année dernière, puisque son successeur il a été nommé, il y avait un apport d'heures d'histoire, mais pas sous la totalité. Cette année, je ne sais pas encore, mais le but, c'est que je ne suis pas seul dans cet atelier, mais que je puisse être avec d'autres enseignants. Je ne sais pas si d'histoire, de STA ou de sociologie, l'idée c'est qu'on soit toujours avec vous à au moins 2 personnes d'horizons différents pour essayer de voir comment on peut aussi, dans les dialogues avec d'angles de vue différents, vous aider dans ce travail qui est un peu global, parce que vous n'allez pas toucher qu'à la dimension architecturale, mais à beaucoup d'autres dimensions qui sont celles historiques, techniques, sociologiques.
d'aborder ces questions-là. Donc, je vous passe rapidement quelques éléments. Vous voyez là comment, en fait, les analyses sont toujours orientées, c'est-à-dire, il y a toujours, dans cette analyse, cette idée que on met en avant son point de vue, pas de manière neutre, mais de manière orientée, pour que ce type de approche puisse tout de suite donner lieu à un débat entre vous et définir tout de suite des orientations des projets, définir tout de suite des axes de travail pour le recyclage, pour la transformation. Donc là, on est au Grand Parc, il y a des questions d'échelle, des barrières qui sont analysées, aussi, vous voyez, dans la manière graphique dans laquelle les choses sont retraduites. Il y a beaucoup de travaux de montage photographique, des choses de ce type-là, qui sont des hybrides, en fait, entre cette phase de prise de connaissance et une phase déjà de projet. C'est une manière, en fait, d'embrayer dans la phase de connaissance tout de suite des hypothèses de projet. C'est-à-dire, quand vous faites un collage comme ça, vous dites déjà pas mal de choses sur la manière dans laquelle vous percevez une certaine situation. L'idée de forteresse. Alors après, selon les étudiants, il y a évidemment des approches très différentes. Là, c'est un parallèle avec deux situations d'immeubles collectifs très distantes dans les lieux et dans les temps, entre le 19e siècle à Guise, nord de la France, et Grand Parc à Bordeaux, 1970, pour parler de comment on vit ensemble. Là, c'est une relation entre l'espace bâti et l'espace pas bâti, avec les sols, les parcours, etc. Un travail plus morphologique sur les composants qui structurent les quartiers. Tout ça, ça explique aussi, ça reflète aussi les personnalités des étudiants. Vous voyez, il y a des personnalités différentes qui abordent les mêmes sites de manière différente. Ça, une question plutôt sociologique, comment des générations très différentes peuvent vivre ensemble. Des interviews aux habitants. Un autre travail plutôt historique qui confronte, qui met en relation de situations d'îlots et d'espaces habités très différents dans les temps, pour les comparer, etc., etc. Voilà. Et puis, une fois que cette première phase est aboutie, donc ça prend à peu près 2 mois, je dirais, un mois et demi, 2 mois. On arrive quasiment aux vacances de la Toussaint, disons, à peu près. Et c'est là qu'on peut commencer à formuler des hypothèses de transformation avec une hypothèse qui travaille sur la densification de l'équipement existant, des centres commerciaux, qui aujourd'hui il est un peu à l'abandon. Donc, recycler, ça veut dire aussi faire du neuf. Ça ne veut pas vouloir dire simplement réhabiliter ce qui existe. Donc là, par exemple, vous voyez dans cette proposition, la partie construite, neuve, est plus importante que la partie réhabilitée. On est dans cette idée que la réhabilitation, ce n'est pas simplement refaire la façade, pas simplement refaire les halls d'immeubles, pas simplement remettre aux normes certains bâtiments, mais c'est aussi faire du neuf à côté de l'ancien. Et donc, quelle est la relation entre ce qu'on va proposer, ce qui existe, quelle est la distance, est-ce qu'on est dans une continuité, donc toujours la question qui se pose, est-ce qu'on a une question de continuité, des ruptures par rapport à ce qui existe, est-ce que c'est l'ensemble qui prime par rapport à l'objet, est-ce que c'est l'objet qui prime par rapport à l'ensemble, toutes des questions qui se posent quand on travaille dans cette logique de continuer quelque chose qui est déjà.
proposition qui est celle de construire un nouveau bâtiment, donc encore une fois, c'est du neuf, dans un territoire existant, parce que ce bâtiment permet de réorganiser un espace public et de réduire peut-être les distances entre deux bâtiments, et donc, en quelque sorte, redonner la place à l'habitant dans l'espace public, qui aujourd'hui il semble pas à sa mesure. Donc il semblerait être curieux que je vous montre ça dans un atelier qui s'appelle recyclage. Mais le recyclage, ça peut vouloir dire construire un bâtiment complètement neuf dans un espace vide. Encore une question d'extension de l'équipement existant. Dans une logique toujours de compléter une offre qui est déjà là. L'idée c'est de garder ce qui existe et de venir construire par-dessus, avec une structure qui, en quelque sorte, est autonome par rapport à l'existant. Ça, c'est la transformation d'un bâtiment de bureaux existant qui aujourd'hui est vidé parce que les bureaux ils ont déménagé à un logement, donc avec toutes les contraintes de transformer l'usage d'une tour. Avec des programmes mixtes, c'est-à-dire profiter de la lecture structurelle du bâtiment. C'est un bâtiment qui a très peu de contraintes structurelles, qui permet de accueillir pas que du logement, mais aussi un restaurant, aussi autre chose. Voilà. Et puis pour finir, construire la levée. Bon, si je le retrouve. Bon, peut-être que je ne l'ai pas ici, mais ce n'est pas très grave. Fichier un peu lourd, il a du mal. Bon, donc, qu'est-ce qu'on va faire cette année? Sur quel site on va travailler? Pour moi, elle n'a aucune importance. C'est-à-dire, c'est peut-être vous aussi que vous ferez des propositions. Ce que j'essaye de trouver, c'est toujours une situation où il y a plusieurs des possibilités et où on a cette ouverture au réel, où on peut avoir vraiment un dialogue avec de l'habitant, des personnes qui utilisent cette structure, des associations, etc. On peut choisir un territoire métropolitain, soit l'agglomération bordelaise ou autre. On peut aller sur des territoires aussi périurbains ou ruraux, peu importe. Ça me semble, c'est un peu toujours un prétexte, les lieux. Ce qui me semble le plus intéressant, c'est la démarche. Donc, je ne vais pas vous dire aujourd'hui, on va forcément travailler sur ces lieux-là. Si vous avez des propositions, si vous que vous êtes un peu les acteurs dans cet atelier, toutes les propositions sont bienvenues et on peut les discuter ensemble. Vous pouvez dire, moi j'ai une idée de travailler sur ces lieux, qu'est-ce que vous en pensez? On discute tous ensemble et on voit si ça a du sens par rapport aux ressources, par rapport à ce qu'on peut faire ensemble. Une autre chose qu'on peut
aussi faire quelquefois, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'appels d'offres en ce moment lancés au niveau du ministère pour justement ces programmes. Donc on peut aussi travailler dans un cadre, par exemple, d'un appel d'offres qui est construit par le ministère, par les communautés de communes, par ça aussi c'est une bonne occasion parce que là les partenaires sont déjà identifiés, les relations sont plus faciles parce qu'ils sont organisés dans une sorte de... On peut aussi choisir un concours d'architecture et travailler comme si on était les équipes choisies pour un concours d'architecture. Donc, les possibilités sont nombreuses. Alors, il y a par exemple un concours qui est lancé à ce moment, mais les dates, j'ai vu, ça ne correspond pas trop, parce qu'il y a un rendu en novembre, donc c'est un peu trop tôt pour la tenir. Mais c'est un concours pour réhabiliter, repenser au nouvel usage au musée des Beaux-Arts de Lyon, lancé pour les étudiants des écoles d'architecture de France sur ce thème-là. Mais il y en a plein, on peut aussi prendre autre chose, vous voyez, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que les contextes soient signifiants par rapport à une démarche qui est celle de la connaissance et de la construction, en fait, d'un processus de connaissance qui aboutit après à une proposition, à différentes propositions. Voilà, je n'ai pas beaucoup d'autres choses à vous dire.